Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière conférence du deuxième jour de la troisième édition de Virtua Livre. Le thème d'aujourd'hui, la création d'un monde dans la littérature fantasy. Nous sommes accompagnés du coup de Virgile Amoros. Bonjour à toi. Salut tout le monde, j'espère que la vidéo fonctionne pour vous. Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est Enfin, parfait. au pire, Il est dit. n'hésitez pas à me communiquer par Oui, message privé s'il y a des erreurs techniques. Alors Virgile, euh, je te laisse le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. c'est gentil. Donc, je m'appelle Virgile Amoros, j'ai 28 ans et je suis écrivain autopublié, écrivain d'une suite de romans qui s'appelle Le Secret de l'Alliance, qui s'inscrit dans un registre de fantasy et nous le verrons un peu plus tard dans un registre plus précis de high fantasy. Et une des particularités de ce roman, qui est très récurrente, on va dire, dans ce genre littéraire, c'est la nécessité de créer un monde, donc à différents niveaux en fonction des auteurs. Mais j'ai décidé de pousser vraiment la chose très très loin. Et c'est de ça dont je suis venu vous parler et vous faire partager, c'est-à-dire faire des parallèles avec mon expérience personnelle et extrapoler un petit peu avec ce qui peut se faire dans d'autres domaines, pas forcément de la fantasy, mais ça peut être aussi des œuvres de fiction de manière générale, et également si vous êtes maître du jeu ou autre, ça peut aider, ça peut voilà, vous donner des petits outils. Euh, donc voilà, c'est qui Très bien. pour les Alors par présentations. contre, j'en profite pour notifier qu'Elifray, si la vidéo ne fonctionne pas, c'est-à-dire que il y a ça freeze ou tu n'as pas accès à la vidéo. Parce que si c'est le cas, tu dois cliquer sur si tu n'as pas juste pas accès à la vidéo, tu cliques sur le salle de La, conférence et tu cliques sur l'écran de Virgile, là où il y a justement le voilà, diapositive. la petite Att- caméra. Attends. Ok, c'est bon, très bien. Mais à culpa, Virgile, Sauf petite erreur de, normalement pour ça. Alors, je vous commencer par une question assez vague, mais qui est intéressante du coup pour définir un peu les termes du sujet. Qu'est-ce que la fantaisie? Alors, effectivement, c'est très vague, mais c'est aussi très intéressant de le stipuler. Moi, j'ai mis cette petite liste-là. J'espère que c'est lisible, mais sinon Ah, tu je vais répondras vous le donc à lire. ma deuxième question. D'accord. Ah, exactement, Ouais. c'est ça. En fait, le principe de la fantaisie, alors ça va différer en fonction des linguistes, en fonction des auteurs, même les styles et les sous-styles qu'on va évoquer sont très différents. Le principe, tout simplement, c'est un monde qui va être très souvent inventé et où on va dire qu'il y a une place plus ou moins prédominante de la magie et également de créatures plus ou moins fantastiques. Un des fils conducteurs aussi, c'est dans les histoires mêmes, il y aura toujours une sorte de quête de réponse à chercher qui est vraiment omniprésente et qui s'articule autour, en général, d'un ou deux personnages. Voilà pour la fantasy de manière très générale. D'accord. Et donc, tu vas pouvoir poser ta deuxième question, puisque je crois Exactement. que j'y Bah réponds. effectivement, donc tous ces termes-là, donc light fantasy, dark fantasy, romantic fantasy, heroic fantasy, urban fantasy, low fantasy, tous ces termes-là, on en entend beaucoup parler, mais tu as donné des exemples, mais qu'est-ce qui différencie toutes ces variantes de manière un peu plus Et c'est développée? défini, exactement. Alors, la light fantasy est un sous-genre de la fantasy qui va prôner un petit peu l'aspect humoristique et burlesque, tout simplement. Alors là, j'ai mis l'exemple des Annales du Disque Monde, mais un exemple beaucoup plus parlant, c'est la BD L'Infest de Troie, Exact. où là, on est effectivement dans cet aspect-là. Et donc, c'est une forme de light fantasy adaptée en bande dessinée. La dark fantasy va être dans un registre beaucoup plus gothique, je dirais. Mhm. Ça va être aussi quelque chose qui est très visuel, parce qu'il me semble que le cycle d'Elric, il y a une partie qui est adaptée en bande dessinée, je sais plus Il exactement, a... Dans le domaine du jeu vidéo, il il me y a également semble. la série des Legacy of Kain, ça c'est ma petite référence personnelle. Voilà. Donc c'est voilà, plus la partie gothique. Romantic fantasy, eh ben, ça va être la fantasy avec, on va dire, de la romance, un petit peu de rose, etc. Euh, Personnellement, c'est pas un style que je lis beaucoup, mais le sous-style existe. Préparant la convention, j'ai découvert ça. L'Heroic Fantasy, alors j'y reviendrai sur la fin du coup, mais c'est peut-être le style le plus connu de la fantasy. Et en fait, non, j'y reviendrai. Je laisse l'Heroic Fantasy pour la fin. Euh, pour l'Urban Fantasy,
c'est encore... C'est un petit peu compliqué à définir juste comme ça. Bon, après, les gens vont aller sur Wikipédia en parallèle, et là, je vais tout faire de mémoire. Quelqu'un qui connaisse le sujet, quand même, un peu. Pardon? Ça serait bien que ce soit que ce soit défini par quelqu'un qui connaît le sujet. Wikipédia. Oui. On va dire que ça va être une fantaisie qui prend lieu et place dans un monde qui est très souvent inspiré d'un monde réel, souvent des grandes métropoles, etc. Et je crois même que certains auteurs l'associent parfois à du steampunk, un petit peu. Okay. Dans les liaisons entre les genres. C'est-à-dire, on est dans les sous-genres de sous-genres, des sous-catégories, c'est pas évident à déterminer. L'historic fantasy prend lieu et place donc dans des événements ou des lieux qui ont existé et vont rajouter une touche fantasy donc. Et les légendes arthuriennes sont peut-être le meilleur exemple qui existe. Et la low fantasy, alors ouais, j'ai mis Harry Potter. En fait, elle va s'opposer à... Attention, est-ce que je vais y arriver? Ça va s'opposer à la high fantasy. En fait, la low fantasy, l'histoire va avoir lieu dans un monde qui est parfaitement réel, un petit peu comme le fantastique, et où la magie, ou on va dire tout ce qui va être surnaturel, ou tout ce qui dérive de la fantasy, va être soit caché, soit ponctuel, que ce soit spatialement ou temporellement. C'est pour ça que j'ai mis le Harry Potter. Là, vous visualisez très bien la chose. Et en fait, on l'oppose à la high fantasy, où en fait, c'est tout l'inverse. On est dans un monde où la magie est omniprésente et qui est, on va dire, la normalité dans le monde. Et en fait, je voulais revenir sur l'heroic fantasy, qui est donc aussi, je l'ai mis en jaune parce que c'est le style du secret de l'Alliance. En fait, l'heroic fantasy diffère de la high fantasy tout simplement parce qu'on va être focalisé sur un seul héros. Alors que la high fantasy, et c'est pour ça que j'ai mis l'exemple du Seigneur des Anneaux, va s'articuler autour de plusieurs héros. Il n'y aura pas forcément besoin qu'on soit en focalisation interne de tous les héros, mais on va s'attarder beaucoup plus sur chacun d'entre eux, et c'est ce qui diffère un petit peu de l'heroic fantasy. Voilà pourquoi on va parler de high fantasy quand il y a plutôt un groupe de héros. Voilà pour les principaux sous-thèmes de la fantasy. Il y en a bien d'autres, évidemment. Et j'en déduis que si la high fantasy est en jaune, ça veut dire que ta saga de roman Le Secret de l'Alliance se focalise sur un registre high fantasy. Voilà, exactement. Dans les diapos qui vont suivre, quand je donne des exemples, effectivement, Le Secret de l'Alliance est dans le registre qui est indiqué en jaune. Très bien. Donc maintenant, on va parler un peu de ton avis sur le sujet, car la fantasy, c'est quelque chose de très vaste. Mais selon toi, Gégé Lamoureux, écrivain indépendant, quelles sont les bases pour concevoir un bon univers de fantasy? Alors, ça va dépendre effectivement de chaque auteur. Donc, tu viens de préciser ça s'adresse directement à moi. En fait, je suis parti d'une petite liste qui n'est pas forcément anodine, vous allez voir. D'accord. Mais qu'il va falloir que je passe. Voilà. J'insiste vraiment sur le mot cohérence, et j'y reviendrai très souvent durant cette conférence. Ça veut dire que ce mot-là, c'est vraiment le maître mot pour pouvoir créer ce monde qui est le vôtre. Et pour cela, je me suis fait une petite checklist qui finalement est venue très naturellement et aussi par ordre de priorité en fait. Alors après, vous allez voir qu'il y a différents niveaux possibles en fonction de l'histoire que vous voulez écrire et en fonction aussi de vos affinités. Mais voici donc ma liste utilisée pour créer le secret de l'Alliance. En fait, quasiment avant d'avoir bouclé le premier chapitre, j'avais déjà dessiné la carte. Je ne l'ai pas aussi détaillée qu'à l'heure actuelle, parce que je trouvais ça important de situer géographiquement l'histoire, même si le personnage ne bouge pas, même s'il ne se déplace pas, ça fait partie de tout ce contexte dont on a besoin et qui est très récurrent dans la fantasy. En général, dans un livre fantasy sur 2, si ce n'est plus, vous avez une carte au début qui permet au lecteur de se situer parce que, on va le voir plus tard,
beaucoup de noms, notamment des noms de villes, et c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir un petit peu cette matière derrière pour pouvoir se repérer. Ensuite est venu le système des organisations, pareil, à différents niveaux. Là, j'ai mis donc politique, ville, conflit. Ça permet aussi de donner plus de facilité quand on veut créer plutôt des personnages secondaires, c'est-à-dire que s'il fait partie, par exemple, vous avez inventé des nouvelles races ou des nouvelles factions, le fait d'avoir cet aspect politique derrière, on peut déjà définir le personnage. Est-ce qu'il va être ennemi d'un tel, allié d'un tel? Et donc ça va déjà diriger un petit peu le discours, juste par le fait que de naissance, il soit associé à telle ou telle organisation. Et comme dans le Secret de l'Alliance, il y a pas mal de personnages secondaires qui interviennent assez rapidement, j'ai eu besoin de cet élément-là, peut-être plus rapidement que pour d'autres livres. En parallèle, effectivement, il y a eu la création des héros, des personnages principaux. J'ai mis aussi personnages secondaires, mais ça va être aussi des personnages tertiaires, etc. C'est en complément du système d'organisation, mais là, on va plus aller sur les traits physiques, le caractère, etc. Et pas forcément sur leur alignement, faire le parallèle avec les jeux de rôle. J'ai également créé un système d'économie assez développé, puisque mes personnages sont amenés à pas mal bouger. Et je trouvais aussi une idée intéressante de créer un système monétaire, puisque on n'y pense pas très souvent, mais finalement, les voyages, ça coûte cher. Et mine de rien, c'est bon aussi d'avoir quelques pécules pour partir à l'aventure, même si très souvent l'aventure vient à nous, mais voilà, ça fait partie aussi des éléments que j'ai rajoutés. Élément très optionnel et que j'effleure en surface, j'effleure occasionnellement, l'aspect religieux, pareil, ça c'est en fonction de chacun. Ça peut être très, très intéressant, notamment si vous avez des conflits, on va dire, cultistes, etc. Et ça permet aussi, en parallèle de l'aspect politique, etc., de donner aussi de la profondeur à certains personnages, puisque au-delà du fait que des fois on s'en fiche de savoir en quoi est-ce qu'il croit ou ne le croit pas, déjà juste le fait que le personnage croit en quelque chose, ça va lui donner une profondeur, et à la longue je me suis rendu compte aussi que ça leur permettait d'avoir, personnellement ça me donnait plus de facilité pour écrire des dialogues, puisque ça permet d'agrémenter le personnage. Tout ça, c'est des attributs qui viennent au fur et à mesure et qui donnent de la richesse à la fois au personnage et donc au récit. Alors là, c'est quelque chose que les rôlistes comprendront parfaitement. Tout ce qui va être environnement, donc là j'ai mis climat, biologie, géologie, donc les bestiaires, les plantes, tout ce qui va pas être... la faune et la flore. Exactement. La faune et la flore, mais comme j'ai mis aussi le climat, parce que peut-être que vos personnages vont être amenés à traverser différentes régions très éloignées, parfois avec des conditions climatiques très différentes. Faire un propre répertoire SVT de ton univers. Voir quel animal s'adapte à quel climat, à quel environnement. Exactement. Tout à fait. Et les noms, enfin je dis mais non, je n'ai pas fini. Les noms qui sont... pour moi, ils font partie intégrante de la fantasy, mais je pense qu'on peut quand même s'en sortir sans. Mais c'est vrai que ça donne quand même quelque chose de beaucoup plus riche que si on se contentait juste d'utiliser le lexique ô combien infini de la langue française. Ça, c'est pour moi indéniablement un des éléments que j'ai le plus développé, puisque au-delà des termes, des lieux que j'ai inventés, j'ai aussi créé des langues. Et on le voit très bien dans beaucoup de récits, ça aide énormément à donner de la profondeur. J'y reviens, mais ça a donné de la profondeur au personnage, c'est quelque chose qui... il faut utiliser tout ça comme des outils qu'on va prendre ponctuellement, mais le fait de les avoir créés en amont va vous permettre après de les utiliser avec parcimonie et justesse et pouvoir vraiment créer un récit juste et qui va être surtout assez fidèle à ce que
vous souhaitez transmettre à votre lecteur ou votre joueur, si vous êtes maître du jeu, par exemple. Alors, quelque chose qui est arrivé un peu plus tard, moi, dans la création du Secret de l'Alliance, mais qui maintenant est primordial, c'est l'aspect chronologique. On n'est pas trop obligé de le faire, surtout si on écrit un récit, on va dire, en one-shot, etc. Si ça commence à durer, c'est là où les incohérences peuvent arriver, c'est tout ce qui va être problème de script doctoring et de soucis temporels. Là, c'est juste une question d'organisation. Je ne peux que vous conseiller soit de prendre une très grande feuille de papier. Il y a des logiciels aussi qui existent dans une des autres diapos. On voit un visuel des logiciels. Mais ça reste quelque chose. Si jamais vous souhaitez vous lancer dans quelque chose d'assez long, je ne peux que vous conseiller dès le début de poser les bases de cette chronologie. Sinon, surtout si vous avez beaucoup de personnages, etc., vous allez avoir du mal à vous en sortir. Et enfin, on termine avec les expressions, donc en complément voilà, avec les noms, c'est vrai que j'avais mis expression. C'est pour aller beaucoup plus loin si vous avez inventé des termes, c'est voilà, faire des phrases, faire des langues complètes, et pas forcément juste de l'écriture, on va aussi passer par toute forme d'art, puisque là c'est l'aspect archéologue qui ressort, c'est l'art, on va dire, traverse le temps et est aussi très représentatif d'une culture. Donc ça peut permettre aussi, si vous inventez des œuvres d'art, etc., dans vos récits, voilà, de donner toujours, on y revient, de la profondeur, de la richesse à vos personnages, à votre culture et donc à votre récit. Voilà pour les outils que j'ai utilisés pour créer un monde. Très bien. Donc, tu nous as développé tout ça. Donc on a bien compris, mais du coup, la question qui se pose à présent, c'est quel est selon toi le plus grand défi à relever quand on construit un univers fantasy? Est-ce que c'est concilier, gérer tous ces éléments en même temps, ou est-ce que le défi est tout autre d'ailleurs? Non, j'avais pas du tout préparé. Alors, là, je vais devoir le... Oui, pardon, vas-y. Je peux développer. En fait, le diaporama que vous voyez actuellement est un diaporama que Virgil Amorós avait préparé pour des conférences antérieures. Et du coup, il doit se réadapter à mes questions. Et du coup, c'est un peu plus compliqué pour lui. Je dois rechercher en direct la bonne diapositive. Voilà. Là, je vais devoir un petit peu improviser et lire au fur et à mesure parce que j'ai pas le texte d'avance. En fait, j'avais listé quatre éléments qui font que ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient de créer un monde dans la littérature, donc la littérature fantasy. Donc le premier élément à prendre en compte, c'est le temps que vous allez mettre à faire des recherches, que ce soit bibliographiques ou autres, sur les sources d'inspiration pour créer votre univers. Effectivement, comme je le mets, ça va être au-delà de quelque chose qui va agrémenter votre récit, vous allez apprendre plein de choses juste pour vous-même. Voilà, c'est la culture générale, tout simplement, que ce soit linguistique, que ce soit géographique, que ce soit biologique, voilà, tout y passe. Si vous êtes de nature très curieuse et tout, ça peut être que bénéfique. Mais en revanche, ce temps-là, eh bien, ce n'est pas un temps que vous allez consacrer à l'écriture même du récit. Alors, d'aucuns diraient que pour beaucoup de domaines, prendre son temps, c'est en gagner. Chacun est juge, mais il est vrai que une fois qu'on a défini notre temps d'écriture, si jamais le temps de recherche ou autre est-ce que la solution est un peu mordu par ça. Est-ce que la solution, ce serait pas justement d'alterner entre le temps de recherche et le temps d'écriture? Ce serait pas plutôt ça? Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein. J'ai pas commencé, quand j'ai commencé à écrire, j'ai pas commencé à faire 30 000 recherches, etc. Tout s'est fait en parallèle. Et quand des fois j'avais dans l'idée de développer quelque chose qui était assez précis et que je voulais vraiment mettre en avant, là effectivement je prenais un peu de recul et je prenais juste le temps de définir tout ça et je me mettais à l'écriture. Mais le faire en parallèle est parfaitement faisable. C'est juste que c'est du temps d'écriture en moins. D'accord. Et donc, on y vient justement. Alors, quand je mets temps d'écriture, c'est le temps d'écriture pour les éléments de l'univers étendu. D'accord. C'est-à-dire que quand vous allez développer tel ou tel point,
vous allez peut-être pas forcément retranscrire, je sais rien, la page Wikipédia du truc dans le récit. Vous allez vous aussi faire de l'adaptation. Vous allez peut-être réinventer des choses. Voilà, vous allez vous l'approprier, hein, ce qui est parfaitement logique. Mais des fois, il va arriver que vous allez aller au-delà de ce que le récit aura besoin. Parce que quand vous allez écrire, vous allez dire finalement, c'est un peu redondant, ou c'est un peu lourd, ou c'est un peu surfait. Et finalement, en fait, vous n'allez pas beaucoup utiliser ce que vous avez fait. Et finalement, vous allez vous retrouver à avoir fait beaucoup de recherches, finalement, pour peut-être rien du tout, hormis, comme je l'ai mis au-dessus, l'enrichissement personnel. Mais du point de vue de l'histoire, eh bien, ça ne sera pas présent. Après, rien n'est perdu, hein, je vous assure. Un des gros avantages aussi, c'est l'aspect authentique, puisque si vous-même vous surprenez en vous relisant et en vous disant, je suis vraiment content de ce que j'ai fait et ça paraît vraiment, vraiment réel. Enfin, ça paraît vraiment abouti. Ouais. Je pense que vous pouvez être quasiment sûr que le lecteur le ressentira, puisque je pense que le lecteur le plus compliqué, le plus difficile, c'est l'auteur lui-même, me concernant en tout cas. Et donc, si déjà vous avez cette satisfaction d'authenticité, c'est une bonne chose. Et puis, il y a cette satisfaction aussi, comme j'ai mis, d'avoir créé ce monde, parce qu'une fois qu'il est bien développé, etc., en fait, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est vraiment agréable. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez piocher à droite à gauche sans avoir besoin de vous replonger dans de la recherche. En revanche, il y a effectivement ce petit souci qui, moi, me pose deux, trois problèmes. J'ai réussi un petit peu à les contourner, mais c'est pour cela aussi que je vais me faire taper sur les doigts. C'est que je suis un auteur qui ne lit pas autant de livres qu'il le devrait. C'est qu'en fait, au tout début, j'avais vraiment une peur de faire consciemment ou inconsciemment des références à des éléments déjà existants. Quoi qu'il arrive, il y en aura. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire ah, tiens, ça me fait penser à un tel, un tel. Déjà, rien que le fait de faire une carte, j'y reviens, mais alors tout le monde m'a dit c'est comme Eragon ou Seigneur des Anneaux. Ouais. Ça n'a rien à voir, c'est une carte. Comme le dirait le dicton, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme, exactement. Voilà. Puis alors, en plus, là, on parle d'un style qui a quand même été assez, je dirais, poncé par les écrivains, notamment les anglo-saxons. Donc, c'est quelque chose auquel il faut s'y attendre, mais après, je pense que juste le fait de faire un petit peu attention à ce qu'on fait, je ne vous demande pas d'éplucher tout ce qui se fait, parce que quoi qu'il arrive, on aura toujours des relations qui se feront, mais il y a peut-être différents niveaux d'authenticité qui peuvent s'inscrire. Après, voilà. Ça, c'est à chacun, c'est très personnel cet aspect-là. Et donc, c'était une diapositive qui était avant. C'est cet aspect cohérent qu'on va rechercher dans la création d'un monde. Alors, j'emploie le terme background, c'est vrai que ce terme, je ne l'ai pas défini au début. Le background, en fait, ça va être tout ce que vous allez créer autour de l'histoire, mais qui va se passer en parallèle de l'histoire. Donc, pas forcément temporellement, mais ça va vraiment s'inscrire en lieu et place de tout ce qui tourne autour de votre récit. À pas confondre avec l'univers étendu qui va, comme son nom l'indique, aller au-delà du récit, soit longtemps en avant, soit longtemps en arrière, soit dans des lieux complètement différents. Cet aspect de cohérence, comme je disais, il va vous permettre, une fois que vous l'aurez développé, de ne plus avoir à vous replonger dans la recherche, puisque quand il y a des choses qui vont revenir très souvent, que ce soit notamment, je pense à la grammaire, si jamais vous avez inventé une langue, vous n'êtes pas obligé de vous retaper toute la grammaire de votre langue si jamais on y revient un peu plus tard. Alors, au moins, voilà, ça c'est fait, c'est écrit, avec le risque aussi que ce ne soit jamais utilisé, mais au moins, vous gagnez en efficacité et en temps si en avance vous avez fait ce temps de préparation et vous avez eu ce souci de cohérence. Et effectivement, la prise de tête, si jamais
ça prend des proportions à la fois inattendues ou insoupçonnées. Surtout s'il y a des chassés-croisés, notamment avec des personnages, ça peut vite devenir compliqué. Mais je pense qu'avec une bonne préparation, on peut y arriver. Et je vous rassure, ça n'arrive pas à un stade basique de création d'âme. On est plutôt sur un stade avancé où il y a déjà plusieurs récits qui ont eu lieu et beaucoup de choses qui ont été créées. Voilà pour les 4 soucis, enfin les quatre notions auxquelles je fais attention quand je crée. Très bien, donc bon, tu as répondu en grande partie à la 5e question, hein, mais si jamais ça peut être intéressant pour développer certaines parties, la question que j'aimerais te poser, c'est tous ces inconvénients qui ont été listés au préalable, comment y pallier efficacement? Tu as répondu en grande partie, mais est-ce que tu auras envie d'approfondir? J'essaie de trouver une diapositive qui va être parlante. Je vais parler des cartes, là je vais parler des organisations. Si vous voulez, on y reviendra au fur et à mesure. Bien sûr. C'était quoi ta question? J'essaie de voir. Les inconvénients dans les 4 défis importants dans l'écriture de la création d'un monde dans la littérature fantasy, ces 4 défis-là où tu as bien listé les inconvénients, comment pallier efficacement à ces contraintes? D'accord. Je pense qu'il faut. Je pense qu'on est. Voilà, c'est bon, on est parfaitement. Là, je cite 3 outils qui m'ont vraiment été utiles pour garder cette cohérence, effectivement, pour pallier à ces problèmes. Au-delà, effectivement, on va dire d'une organisation, on va dire carrée. Mais bon, chacun a son organisation carrée ou sa façon de faire ses brainstorming. Mais si jamais vous avez envie de vous plonger dans quelque chose qui va durer, c'est vrai que c'est bien d'avoir des bases solides, au moins pour pas vous perdre. Ça, c'est de manière générale, comme dans beaucoup de choses. Hein, d'ailleurs, hein, je parle de la création d'un monde dans la littérature, mais on pourrait parler de ça pour plein d'autres choses qui existent, hein, vous en conviendrez. Les choses moi, qui m'ont aidé, effectivement, c'est de prendre mon temps pour certains points, quand je pouvais prendre le temps. Une fois, j'étais un peu pris de court. Parce que quand vous allez avoir votre monde qui va commencer à se développer, des fois, en fait, il va se développer, entre guillemets, sans vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses logiques qui vont apparaître, que vous n'aurez pas créées, mais étant donné qu'il y aura une synergie que vous aurez fait, que vous aurez créé, et bien en fait, des fois, vous allez trouver des réponses le plus naturellement possible, sans avoir besoin de vous replonger dans des recherches ou dans votre mémoire ou autre. Le deuxième outil qui m'a été très utile, effectivement, c'est... donc ça, c'est pour les personnes, on va dire, qui ont une mémoire peut-être très visuelle ou qui ont une imagination, on va dire, qui est très développée. Vous me comprenez. C'est effectivement, surtout si vous avez affaire à des syndromes de la page blanche ou des problèmes d'incohérence ou des cul-de-sac dans votre récit, c'est de revenir quelques paragraphes en arrière, et en fait de faire le film, et de mettre vos personnages en situation, et de ne pas réfléchir à la place de vos personnages, mais juste de laisser vos personnages, alors ça demande un effort d'imagination, mais de laisser vos personnages se débrouiller par eux-mêmes, et peut-être que vous l'avez déjà fait de votre côté, ça peut amener à des situations qui vont, il y a des choses qui vont débloquer des situations, et aussi des choses surprenantes, qui peuvent relancer parfois la machine et donc l'écriture. Et le dernier, qui est beaucoup plus ciblé et qui demande un petit entraînement, ou pas pour certains, c'est l'emploi des rêves lucides. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les rêves lucides, tout simplement, c'est quand vous allez rêver et prendre conscience que vous rêvez et garder le contrôle de ce rêve. Je pense que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, en rêvant, a déjà eu cette sensation de rêver. Peut-être que certains ont réussi aussi à garder un petit peu ce contrôle, mais c'est vrai que le conserver très longtemps, c'est compliqué.
Et après, au-delà, c'est d'utiliser ces rêves lucides pour mettre en situation, un petit peu comme le point d'avant, vos personnages, etc. Mais comme là, on est vraiment, on pourrait être intradiégétique à l'histoire, joli pléonasme. Alors, on pourrait être intradiégétique à la situation et pouvoir voir, ressentir, écouter tout ce qui se passe. Ça permet aussi parfois de débloquer des choses, mais ça demande un certain entraînement et surtout ça demande de s'en souvenir à la fin quand on se réveille. Voilà pour mes petits outils. Il y a une autre question qui vient d'arriver, qui n'était pas prévue. Frédéric Livins, lors d'une conférence à la dernière édition de Virtual Livre en date, nous expliquait comment il faisait pour écrire du fantastique et de l'horreur. Et il nous expliquait qu'il avait une gymnastique assez particulière, c'est que quand il était en panne d'inspiration, c'est qu'en fait, chaque fois qu'il avait une nouvelle idée, il la notait. Et au fur et à mesure qu'il notait ses idées dans son calepin, une gymnastique cérébrale se développait qui faisait que les idées pullulaient. Est-ce que c'est une méthode, toi, que tu emploies dans l'écriture de la fantasy? C'est-à-dire qu'à force de noter les idées, le cerveau travaille de plus en plus et pousse à un geyser d'imagination, si je puis me permettre l'expression. Oui. C'est un aspect qui est exponentiel dans les débuts. Et après, je dirais que ça stagne, mais ça stagne à un niveau qui est déjà très avancé. Et en fait, c'est une fois qu'on estime qu'on a fait le tour de son sujet, on n'a plus besoin d'aller chercher vraiment des choses au-delà. En fait, on va vraiment se contenter de déjà la grosse masse qu'on a derrière. Et les fois où on a vraiment besoin d'aller plus loin, ça va être des choses très ponctuelles, très précises, qu'on va approfondir, mais qui vont pas fuser comme ça dans tous les sens. En général, ça va être quelque chose de sensiblement différent à ce qu'on voit, à ce qu'on a l'habitude, en tout cas quand émergent des idées. Hein, c'est toujours cette idée d'émergence au début. Je fais juste une parenthèse. Est-ce que la vidéo ne serait pas inversée par hasard? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Parce que moi, j'ai un aperçu En tout cas, de mon côté, faites-moi Est-ce part. que- Ouais, si le texte est à l'envers, parce qu'en fait, moi, mon aperçu, le texte est à l'envers. C'est souvent ce qui arrive sur le retour écran. Mais D'accord, parce que en fait, en un clic, je peux l'inverser. Donc, n'hésitez pas à dire si en fait le texte est inversé depuis le début. Mais je pense pas. Non, en tout cas, n'hésitez pas à vous manifester si le texte est à l'envers. N'hésitez pas. Ouais. Du coup, je te propose qu'on prenne quelques petites questions du public. Oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? N'hésitez pas à vous démute. Ah, il faut se démuter. Ouais, il faut se démute. Quelqu'un, c'est la partie écran. Ah, Lislia. Bon, je me lance. Du coup, Vas-y. combien de temps est-ce que tu as mis à écrire du coup ta série de livres avant que tu sois satisfait et que tu aies quelque chose qui te convienne au point de vouloir le publier, de le montrer au public? C'est ce qui explique pourquoi est-ce que le premier a mis très longtemps. J'ai mis 6 ans. J'ai mis 6 ans à écrire le premier. Et après, quand tu disais que je sois satisfait, je ne suis jamais satisfait de ce que je crée. Enfin, on va dire que je trouve chaque livre meilleur que le précédent et je pense moins bon que le prochain. Donc en fait, je suis toujours dans cette dynamique de créer de nouvelles choses pour aussi agrémenter la richesse de mon univers. Mais voilà, j'ai mis 6 ans pour le premier et chaque livre prend à peu près supplémentaire, prend 1 an et demi, 2 ans à être écrit. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, tu as dû commencer très tôt ta série de livres parce que tu nous avais dit que tu avais 28 ans. Oui, et ben, une demi-vie. Ça fait 14 ans que j'écris. Et donc, Depuis l'âge de 14 ans? Pas mal. Ouais. D'accord. C'est ça. Donc après, effectivement, j'ai pas tout créé en 6 ans. Voilà. Bien sûr. En blanc. Il y a des choses, d'ailleurs, que si j'avais su, je réécrirais le livre 1 et je réintégrerais tout, des choses supplémentaires. Donc, voilà, ça fait partie de cet aspect authentique de la création. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre question? Parce que c'est une heure, on va pouvoir, Ah, Daoli, ouais, on t'écoute. Oui, coucou. Une question du coup, toujours en rapport avec la construction de romans de fantasy, c'est ça? Exact. Toujours. Alors,
C'est le thème principal. Est-ce que tu es du genre à, lorsque tu construis le scénario d'un roman, à tout planifier, ou est-ce que tu préfères laisser quelques surprises quand même malgré tout? Alors, j'ai une planification qui, jusqu'à présent, n'a jamais été suivie. Ah d'accord. Voilà. Je vais faire juste la petite anecdote. Donc là, j'ai 4 livres qui sont écrits. Au tout début, quand j'avais vraiment commencé à planifier, donc, j'avais donc cette trame qui était parfaite pour moi. Et en fait, il se trouve que le début du livre 4, donc le premier chapitre du livre 4, correspond à ce que devait être à l'origine le dernier chapitre du livre 1. D'accord, voilà. Il s'en est donc passé en fait, des choses. il s'en est passé des choses. Je vais essayer de m'y tenir un peu plus, c'est pas que j'ai pour les premiers, je vais essayer de m'y tenir un peu plus sur les livres d'après, parce que à force de rajouter des sous-intrigues et des sous-intrigues, c'est vrai qu'à un moment, il faut aussi commencer à recoller tous les morceaux. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, pourquoi est-ce que c'est très long? C'est que j'ai quand même ma trame, hein. Je sais où est-ce que je veux amener les personnages, je sais où est-ce qu'ils doivent aller, je sais ce qu'ils doivent faire, mais il y a des fois, je ne contrôle pas, entre guillemets, la manière dont ils vont le faire. C'est-à-dire que des fois, je vais me surprendre, un petit peu comme quand je vous disais que je me fais des films et tout, mais là c'est en direct, je vais me surprendre à écrire le dialogue, parce que on est tellement familier avec nos personnages, etc., que bon, voilà, on sait comment ils parlent, on sait quel registre ils emploient. Je vais me surprendre à écrire le dialogue, entre guillemets, mais comme si c'était eux qui parlaient, et en fait, j'ai pas contrôlé ce dialogue-là, et des fois, ça va entraîner des actions aussi, que je n'aurais absolument pas soupçonné. Et finalement, en fait, avec du recul, je me dis, ouais, en fait, c'est pas mal ce truc, je vais le rajouter. Ou je vais rajouter voilà, des personnages, tiens, c'est intéressant, ça, rajouter ça. Voilà. Donc la planification, elle y est, mais voilà, après, c'est le fait d'être pris dans le jeu et de vouloir pas être rigide au point de vouloir absolument chapitre par chapitre. Voilà, je commence ce chapitre-là, je veux qu'il se termine là. Personnellement, je suis pas trop dans cette dynamique-là jusqu'à présent. Je pense que je vais essayer de m'assagir un petit peu pour les prochains livres. D'accord. Donc, voilà. Prenez compte, les lecteurs du Secret de l'Alliance, ce qui arrivera dans le livre 8 devait arriver dans le tome 5. Voilà. Alors, j'espère. Sinon, c'est ma plus grande phobie, c'est de dire, en fait, ça ne n'aura pas 8. Parce que si le livre 1 se termine là où le livre 1 où à l'origine commence, là où le livre 4 commence, alors je laisse faire le calcul. Combien de livres de décalage ça prend à chaque fois? Ah ouais. C'est compliqué. Hein. Non, là, c'est un peu compliqué. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Ouais, j'en aurais une, un petit peu dans le prolongement de ce qu'a dit Daoudi, là, du coup. Tu parlais de rêves lucides et tout ça. D'ailleurs, tu es le premier auteur à en parler, donc c'est ultra intéressant. Et est-ce que dans le prolongement de ça t'arrive d'être un petit peu en transe quand tu écris, au point que vraiment les personnages prennent le contrôle de l'histoire? Ou alors, moi je sais que j'écris beaucoup avec de la musique. Est-ce qu'une musique va pouvoir orienter ton scénario de manière totalement imprévisible, enfin dans une direction que tu n'avais pas du tout envisagée en fait? Alors, avant que tu répondes, Virgile, Slibarose Uno, est-ce que tu pourrais mute ton micro, s'il te plaît? Merci. Yes. Oui, alors comme je disais, effectivement, ça m'arrive des fois. Alors, je réponds d'abord, je réponds dans 2 ans, excuse-moi. Que mes personnages prennent le contrôle du récit, mais je vais pas forcément être en transe. C'est juste que je suis tellement dans l'histoire. On peut associer ça peut-être à la transe, mais je suis quand même devant mon ordi, hein, je sais où est-ce que je suis. Mais voilà, je vais tellement être dans le récit, dans l'écriture que finalement, je vais aller dans une direction qui n'était pas du tout prévue à l'origine, même quand j'ai démarré ma session d'écriture. Et puis finalement, ça va me plaire, et c'est ce qui fait aussi que des fois, ça va un peu rallonger le récit, et qui aussi lui donne de la profondeur. De la transe même, non. Pas au point d'être dedans, c'est tout. Ouais, c'est soit les rêves lucides, soit... Ouais. Quand je parle de transe, c'était plus l'impression de perdre la notion du temps, un petit peu comme un blackout en fait, où tu écris et c'est limite presque de l'écriture automatique en fait, pour
pourrait associer ça à ça. Ouais. Alors je vois le truc, je n'ai jamais expérimenté, je n'ai jamais été jusque-là, mais ça, j'ai dû m'en approcher à certains moments, notamment dans des moments du récit où oui, on est très inspiré et en fait des fois on réfléchit plus vite qu'on écrit et du coup on se met en mode à fond dedans. Je l'ai pas eu, je l'ai pas expérimenté cette blackout jusqu'à présent. Et pour ce qui est de la musique, au début j'écrivais avec de la musique. Ce qui se passe en fait, c'est que je suis musicien aussi. Oh. Et il y a des moments je mets pas du tout de musique, tout simplement parce que sinon je vais trop me concentrer, même inconsciemment, sur la musique. Ça me fait un peu sortir de l'écriture, surtout quand c'est des musiques que je connais, ou alors je vais reconnaître des instruments, je vais reconnaître, comme j'ai l'oreille relative, j'ai pas l'oreille absolue, j'ai l'oreille relative, des fois je vais chantonner les notes dans ma tête, ça va me perturber. Il n'y a que, on va dire, dans les scènes, soit des scènes de bataille, soit des scènes très précises où je vais mettre une musique très ciblée, bon, ça va m'arriver, mais voilà, c'est juste pour me mettre dans l'ambiance, pas forcément pour me plonger la tête la première et être en transe. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas. De rien. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Alors quelque chose que je dis très souvent aussi dans les conférences, peut-être que vous l'aurez remarqué, c'est que, alors, j'en ai parlé quand on a décrit tous les différents thèmes de la fantasy, c'est que je n'ai pas parlé de la magie dans les outils que j'utilise. Ah. Et en fait, c'est dans la cohérence. En plus, c'est dommage, j'ai raté mon petit effet. Parce qu'en fait, ça forme cohérence. Voilà. J'avais effectivement vu, ouais. Ça fait un acrostiche. En fait, je ne parle pas de la magie, tout simplement parce que c'est peut-être l'outil. C'est peut-être enfin, je vais le dire avec tous, mais celui-là, c'est vraiment celui où je dis aux gens, faites vraiment comme vous voulez. Il y a tellement d'œuvres qui vont mettre la magie sur différents niveaux qu'en fait, c'est juste un Deus Ex Machina pour certains, ça va être une raison d'être pour d'autres. Donc, chacun est juge. Il ne faut pas oublier qu'elle est là. Mais personnellement, moi, j'utilise voilà, comme un outil ponctuel. Il ne faudrait pas que ça résolve trop d'intrigues, sinon ça devient le Deus Ex de trop. Mais justement, voilà. j'aurais une question à te poser. Est-ce que justement, que dans certains ouvrages comme Harry Potter, la magie, elle est présente, mais elle suit une certaine cohérence? Est-ce que justement, la magie dans les récits de fantasy en règle générale ne devrait pas suivre la même cohérence justement que dans Harry Potter? Ça, c'est au bon vouloir de chaque auteur. Après, Harry Potter, c'est quand même voilà, le premier livre, Harry Potter à l'école des sorciers. Bon, la version française, hein, évidemment. On a très vite le truc qui est ciblé et on voit cette essence même de la magie qui va être omniprésente dans le récit, hein, pas omniprésente Bien sûr, mais dans l'univers, hein, ce qui fait de la low fantasy. Mais je sais pas, je pourrais citer plein d'autres œuvres où il n'y a pas forcément, on va dire, une magie aussi développée, ou au moins explicitée. Il suffit de prendre le Seigneur des Anneaux, elle est présente, la magie. Hein. Exact. Elle commence, d'ailleurs, le Silmarillion commence par quelque chose qui est complètement magique, mais elle n'est pas aussi, on va dire, explicitée que dans Harry Potter. C'est-à-dire que Harry Potter, J.K. Rowling a quand même développé l'écriture des sortilèges, quand même écrit beaucoup d'ouvrages à côté par rapport à la magie, pardon. Les 3 sorts interdits également, le fait que ces sorts voilà, les sorts interdits. Elle a développé cet aspect-là. C'est un des outils qu'elle a utilisé. Du coup, c'est la suite des noms, hein, tout simplement, comme ici. Et avec ce parallèle de la magie pour appuyer un petit peu cet apprentissage dans l'école des sorciers. Puis mine de rien, c'est une école, donc il faut des choses concrètes. Et voilà pourquoi est-ce que elle est partie là-dedans. Mais pour moi, il n'y a rien de fixe. Voilà. Même dans la fantasy. Je pense qu'on peut se permettre beaucoup de liberté. D'accord.
Voilà pour la magie. Cette liberté, mais tout en gardant cette cohérence dont tu nous parlais au début. Exactement. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions à poser? Z, peut-être, vu que tu viens d'arriver? Est-ce que tu peux reprendre depuis le début? Alors, non. Qui a dit ce que tu... Ah, ah non, t'as inventé une fausse question. Non, Ça aurait été trop compliqué, là. non, non. Moi, je viens sur un petit élément aussi. Parce qu'en fait, j'en ai parlé vaguement, mais c'est que je n'ai pas. Je n'ai pas défini. C'est ça. En fait, on a trois types d'univers étendus qui existent dans les œuvres de fiction. Donc ça, c'est pour aller, on va dire, un petit peu plus loin dans ce domaine-là. En fait, nous avons l'univers. Alors, parce qu'au-dessus, je l'ai déjà décrit. Hein. Là, on parle de ces trois termes. L'univers kaléidoscopique. Donc, vous avez à côté, pour ceux qui ont des très bons yeux, qui auront reconnu l'image de. Il y a Cthulhu, il y a Stargate, il y a l'anneau. C'est bon. Tout va bien. Alors, le principe des univers étendus kaléidoscopiques, c'est que tout simplement, nous allons partir d'une œuvre centrale, et après, beaucoup d'auteurs, de créateurs vont créer des choses tout autour, mais ça part toujours d'un point fixe. Donc, on a l'exemple avec l'appel de Cthulhu. C'est ce qu'on appelle aussi dans la fan culture le transmédia, le fait qu'il oui. y a un univers qui se développe sur plusieurs formats. Voilà, mais que c'est toujours parti d'un point fixe, d'une création originale, et après différentes choses se font. Ensuite, on a le fragmentaire, pour cet exemple-là, ça va être des œuvres qui vont pas forcément être, qui d'ailleurs ne vont pas être des mêmes créateurs, et également qui peuvent être indépendantes les unes d'entre elles, mais qui gardent quand même un fil conducteur. Je ne sais pas si je suis très clair, c'est pour ça que j'ai mis Stargate dans l'exemple. En gros, on a toujours le thème principal, le thème récurrent, mais on va beaucoup le développer. Beaucoup de créateurs vont le développer. L'exemple de Stargate G1, Atlantis et du Stargate. Voilà, ouais. C'est ça. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas vraiment une œuvre précise de référence, même si bon, les puristes vont me sauter dessus, enfin voilà, vous aurez compris. C'est qu'en fait, il y en a plusieurs à la suite, mais qui suivent ce thème-là. C'est comme l'exemple des JoJo's Bizarre Adventure pour les mangas. Oui, exactement. On a plusieurs créateurs qui se sont succédés. Pas plusieurs créateurs, c'est le même mangaka, mais en fait, il a fait différentes histoires. Ah, il me semblait qu'il y avait plusieurs. Non, c'était toujours Greg Araki pour Jojo. D'accord. Mais il a fait plusieurs arcs. Ok. Voilà. Donc, quand il y a plusieurs arcs, c'est des fragmentaires. Et quand il y a donc l'univers globalisant, vous avez vu, il est en jaune, c'est comme Secret de l'Alliance. Et voilà, comme vous voyez, le Seigneur des Anneaux illustre très bien. C'est tout simplement quand il va y avoir vraiment un seul créateur qui va créer plusieurs œuvres, mais qui sont toutes cohérentes entre elles et, je veux dire, validées, en tout cas, quand il peut, par le créateur. Le Hobbit et Seigneur des Anneaux, du coup. Exactement. Voilà. Je dis quand il peut parce que je ne sais pas si Tolkien père et fils, maintenant, peuvent valider ce qui va se créer, mais en tout cas, dans l'aspect littéraire des premières œuvres de Tolkien, il n'y avait que lui qui avait écrit ces œuvres-là, et même s'il y avait plusieurs arcs, ça revenait par contre toujours au même créateur. Pour le moment, je n'ai pas de fanfiction du Secret de l'Alliance, donc le Secret de l'Alliance s'inscrit dans un registre globalisant. Ah, du coup, bon, c'est pas fragmentaire alors, Jojo Bizarre Adventure, c'est globalisant. Pas fragmentaire, ouais, effectivement. Ouais, c'est. Vu que c'est le même créateur, du coup. Ouais. C'est à la limite. Ça dépend je pense, de l'aspect des arcs narratifs. Exact. Voilà. Est-ce que du coup d'autres auraient des questions à poser?
J'en fais un passage au cas où. Oui. Je mange. Je reviens. Hey. Ouais, Je reviens pour une question, du coup. Oui. vas-y. Est-ce qu'il y a un genre de la fantasy qui est très très peu connu, on va dire? Pardon. Alors s'il est très peu Mais- connu, je le connais pas. Ah, Non, d'accord. non. Mais je veux dire, Moins populaire. par exemple, plus clair, un sous-genre du sous-genre du sous-genre, par exemple. Enfin, parce que je connais pas tout de l'univers de la fantasy, donc je suis un peu curieuse en fait. Du D'accord. coup, tu veux dire un genre de niche en fait, Un genre de niche, par exemple. ouais, une variante qui est beaucoup moins prolifique que ses consoeurs. Par Mm. exemple, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la fantasy, il y a beaucoup de médiéval fantastique utilisés et tout ça, et très peu de trucs orientaux, par exemple. Mais pourtant, ça existe quand même, mais Oui, la fantasy. c'est vraiment de niche. Est-ce que tu aurais un exemple de ce type-là, du coup? Alors là, comme ça, non. Ah, Non, mais je d'accord. sais qu'en faisant mes recherches un petit peu, j'ai plus ou moins compris que tous les thèmes littéraires pouvaient s'adapter à de la fantasy. Selon Mm. différents degrés, évidemment. Mais en fait, la fantasy pouvait s'inscrire en tant que sous-genre d'une œuvre qui a un thème principal, un registre principal complètement différent. Mm. Alors après, voilà, pour retrouver les petites œuvres, je sais pas, peut-être Ouais. l'histoire de ton roman, tel qui est sans... Non, mais faut pas en parler publiquement de ça, merde. Je te fais de la pub. De la pub alors qu'il est même pas encore fini. Merci. Voilà. Ouais, j'ai rien dit. Ouais, qui sait? Bah voilà, ouais, il y en a, hein. Je suis sûr qu'il y en a, mais c'est voilà, ça va être tellement ponctuel, D'accord. tellement rare. C'est que la fantasy, quand on parle juste de fantasy, c'est vrai que dans l'esprit des gens, on est directement dans le médiéval fantastique, Avec les Et elfes, puis- les nains, tout ça, alors que c'est beaucoup plus Exactement. large, en fait. et ça peut être beaucoup plus large. Et justement, il y a par exemple du Far West Fantasy aussi, Mhm. apparemment. Donc, c'est super intéressant de découvrir tous ces genres. Et Mais- Oui. bon, Mais d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai eu l'impression justement que l'urban fantasy, c'était très compliqué de trouver des travaux liés à l'urban fantasy parce que justement, j'ai remarqué la barrière entre l'urban fantasy et le fantastique est assez fine. oui. Oui. Bon, Ça, des fois, ça va même dépendre des lecteurs, au même titre que les téléspectateurs, quand ils vont Un au cinéma ou qu'ils voient un film, ils vont dire mais non, ça c'est de ce genre-là, non, ça c'est plus ce genre-là. Et c'est ça. C'est très subjectif Oui. des fois. Hein, Par exemple, Tokyo Ghoul, c'est classé dans un manga que j'aime beaucoup, s'appelle Tokyo Ghoul, qui est classé dans l'urban fantasy. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est du fantastique, mais voilà, ça Voilà. diverge. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on propose des livres, des manuscrits, etc. chez des distributeurs ou autres, en général, il n'y a pas qu'un seul encart pour préciser le thème. En général, il y en a plusieurs si jamais il y a des sous-genres ou si ça peut s'inclure dans d'autres thèmes ou sous-thèmes pour un peu plus préciser, on va dire, le registre du récit. Voilà. Mais il y en a. c'est Il y a de beaucoup poser de la curiosités. question. Je pense qu'il doit y avoir des curiosités dans tous les domaines de la fantasy, mais qui ne sont pas arrivés jusqu'à moi, malheureusement. C'est un peu comme la musique, hein, des fois des genres un peu plus contemporains comme le rock, le metal et le rap, va y avoir des mecs qui vont créer de la country rap, du viking metal, Exactement. enfin de l'égypto metal, du l'oriental metal, enfin voilà quoi, Mm. ça varie. C'est- Le champ des possibles est ouvert. Je vais revenir juste sur un petit point aussi qui est très intéressant. C'est que ce qui va vous permettre, il faut que vous partiez du principe, quand vous allez créer un monde, c'est que de base, vous partez avec un avantage. C'est que quand la personne va lire le livre, elle va faire preuve de ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. Peut-être qu'il y en a peut-être que tout le monde sait ce que c'est, mais je vais le redéfinir, si vous le permettez. Et même si vous le permettez pas d'ailleurs. C'est moi le maître de conférence ici, ok.
D'accord. Bon alors, Taiki, avec ton autorisation. Je vais, Bien sûr, non mais t'inquiète, j'ai rigolé. En fait, on y est tous. On y a tous droit à cette suspension d'incrédulité. En fait, quand vous allez lire un livre qui se veut fantastique, quand vous allez voir un film qui s'appelle Harry Potter, par exemple, en fait, vous allez mettre entre guillemets votre cerveau sur off pour tout ce qui va être incohérent, mais par rapport au monde réel. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de la suspension d'incrédulité, c'est que les personnes, quand elles vont démarrer une œuvre, elles vont accepter de base, sans rien avoir, avant même que c'est commencé, elles vont accepter que beaucoup de choses surnaturelles se passent et aussi vont accepter, selon des degrés différents, de ne pas avoir forcément d'explication sur absolument tout ce qu'elles vont lire ou tout ce qu'elles vont voir. Cet avantage-là, il est très important parce que le lecteur, je repars des livres, le lecteur part avec cette suspension et la pire des choses qui pourrait arriver pour moi, c'est que cette suspension se perde. Ça peut vous être arrivé des fois quand vous avez vu un film où là, vous sortez du film en plein milieu. Hein, je veux dire, vous sortez vous et vous dites non, mais là, c'est gros, quoi, c'est pas possible. Il en fait trop. Voilà. Quand c'est pas un nanar, hein, évidemment. Ouais. Ça, c'est une des plus grandes, c'est une des plus grandes craintes que j'ai. En fait, c'est qu'un lecteur vienne me voir un jour et me dise mais en fait, là, j'ai une grosse incohérence et ça m'a complètement sorti du récit. Voilà, c'est qu'en fait, voilà, qu'un lecteur découvre une grosse incohérence qui les fait sortir du récit et qu'on ait perdu voilà, cette suspension d'incrédulité. Ouais, Tout ça pour... Vas-y. Ce que Durandal disait à ce sujet, un spectateur qui se pose des questions, c'est un spectateur qui quitte la salle. Voilà, exactement. Alors, dans les livres, il est normal qu'ils se posent des questions, hein, c'est le but, d'autant que j'adore les cliffhangers, hein, c'est pour ça que... Dès qu'il le sait, je suis sadique à ce niveau-là. Les questions, c'est normal, mais il faut quand même que ce soit des questions qui restent dans le récit et que les gens aient envie de continuer sans avoir besoin, par exemple, de sauter un chapitre ou de relire le chapitre parce qu'il y a eu des choses qui l'ont choqué. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, vous partez avec cet avantage et c'est important que vous l'ayez à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça vous monte à la tête de vouloir absolument tout cadrer, parce qu'en fait, vous aurez déjà le lecteur de votre côté, juste par le fait qu'il ait pris un ouvrage où il est marqué « fantasy ». Sauf si, évidemment, il ne connaît absolument pas la fantasy et il a pris ça par hasard. Ouais, je ne peux rien faire pour lui. Mais voilà, il y a ce mécanisme-là, ce mécanisme psychologique qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres. Et c'est très important de le rappeler et de savoir l'utiliser avec parcimonie. Donc, faites-en, peut-être n'en faites pas trop, ou alors gardez à l'esprit cette cohérence absolue si vraiment vous voulez développer votre monde. D'accord. Est-ce que y aurait d'autres questions à poser? Ah, Marine, on t'écoute. Oui, maintenant que tu nous as raconté comment tu as créé ton monde, je me demandais si tu pourrais nous raconter ton monde. Un petit C'est peu. vrai, tout à fait. Grande question. Qui va nous Grande occuper un question. petit temps. Grande réponse. C'est la partie promo, vas-y. Bah, même pas, enfin, sauf si je parle du livre même, mais j'en parlerai à la fin si vous voulez pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Je vais reprendre rapidement les éléments que j'ai cités. Et en fait, je fais des parallèles tout simplement avec ce que j'ai créé pour le secret de l'Alliance. Donc pour les cartes, voici à quoi donc ressemblait la première carte du monde qui a été dessinée complètement à main levée à l'instinct. Je n'étais pas forcément en transe, mais voilà, j'étais complètement instinctif. Qui m'a servi pendant de longues années et pour arriver au bout de plusieurs versions à l'aspect abouti qui est donc présent dans le livre. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure, des choses que j'ai enlevées, etc. Mais mon histoire donc prend lieu et place dans ce monde-là qui s'appelle tout simplement le continent. Voilà, là je ne me suis pas foulé là-dessus, mais c'est là où se passe l'histoire. Au niveau des organisations, par exemple, là j'ai pris celui. Alors,
on va dire que j'ai pris la facilité parce que oui, dans mes livres, il y a des humains, il y a des elfes, il y a des nains, il n'y a pas que ça, mais il y a surtout ça. Et là, en fait, j'ai défini tout simplement l'aspect politique des elfes, leur fonctionnement et on va dire toutes les instances qui sont présentes. Et ça fait partie, par exemple, des choses que je ne vais pas forcément utiliser à fond dans les livres, mais ça me permettait, moi, d'avoir cet aspect-là. En fait, j'ai défini tout simplement parce que j'avais besoin de le faire pour d'autres races, et finalement, je l'ai fait pour toutes. On ne sait jamais. Concernant les races qui existent, les héros, mais les races aussi. Donc, comme j'ai dit, il y a des humains, des nains et des elfes. Dans le Seigneur des Anneaux, il y avait des hybrides, des mi-elfes, que moi j'appelle les mitrans. Et j'ai poussé le vice à fond en faisant des hybrides humains nains et nains elfes, donc respectivement les Aeglen et les Persicans. Pour rajouter beaucoup de sous-intrigues, notamment politiques. Mais je n'en dis pas plus. Oui. Des fois, ça m'arrive de faire croquer des gens dans les récits, comme j'avais dit à Taiki. Et mon illustratrice prend un malin plaisir aussi pour les images. C'est beaucoup plus rapide. Pour l'économie, je prends l'exemple des guildes que j'ai créées. Chaque guilde dans mon univers a un pendentif, appelé F-1000, qu'ils arborent ou non autour de leur cou, et qui permettent, au même titre que la politique, au même titre que différentes choses, de gagner en état d'esprit de cette personne, puisqu'en fait, à partir du moment où je l'attribue à une guilde, eh bien, elle va être, sans même avoir commencé à parler, ou sans même avoir commencé à la décrire dans l'histoire, elle a déjà une raison d'être, puisqu'en fait, chaque guilde a soit une mission, soit un objectif, que ce soit religieux ou pas. Et ça agrémente une nouvelle fois la profondeur des personnages. Pour la religion, là vous avez juste des petits symboles que je me suis amusé à dessiner, donc c'est des détails. Chaque race a sa ou ses religions que j'ai développées peu ou un peu plus. Comme je l'avais dit, je suis pas trop allé dans ce domaine-là, mais c'est présent. Et ça, comme je l'avais dit, ça permet aussi de donner de la richesse à des personnages. On en avait parlé tout à l'heure par rapport au bestiaire. Alors, je suis une bille en dessin pour dessiner les animaux. Par contre, je me suis beaucoup aidé de mes études en biologie pour créer des nouvelles plantes et qui sont pas mal utilisées dans le récit. Donc voilà, jusqu'à la faune et la flore qui a été inventée dans le livre. Je vous rassure, il y a aussi des animaux qui existent. Hein, vous faites pas... Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ça, c'est une petite anecdote que j'aime bien. Je peux lire sinon. Vas-y. Néologisme, nésarque, nom masculin, composé du grec ancien nésos, île, et de archo, être le premier commandé. Plus haut placé hiérarchiquement sur une île ou un archipel. Ça, c'est... Voilà, cette anecdote, en fait, c'est... J'avais besoin d'un mot, donc, comme il dit la définition, le plus haut placé hiérarchiquement sur une île ou un archipel. En fait, je me suis rendu compte que ce mot n'existait pas, mais je n'avais pas envie de créer un nouveau mot sur ce coup-là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soumis ce mot à Enfin, il est un peu différent. J'ai soumis une proposition à l'Académie française, parce qu'ils ont plein de personnes qui sont aptes à répondre soit aux problèmes, aux questions grammaticales, orthographiques, etc. Et également, si jamais on bloque sur certaines définitions ou autres. Et en fait, effectivement, il s'avère que ce mot-là n'existait pas. Et donc, j'ai proposé le mot nésarque et ils ont dit que ça conviendrait parfaitement. Quel? Alors, je vous rassure, il sera pas dans le dictionnaire, hein, mais c'est l'anecdote que je donne pour vous dire que des fois, il n'y a pas forcément besoin d'inventer le mot, mais à consonance dans la langue que vous avez inventée. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais. C'est que là, par contre, on a un mot qui sonne français. Exact. C'est ça que je veux dire. Voilà. J'en ai parlé au début. Pour la chronologie, donc, j'utilise un logiciel qui s'appelle, je ne sais plus. C'est un graphisme PERT, P-E-R-T, un organigramme de gestion de projet. Oui, mais qui est vraiment, on peut le spécialiser et le programmer pour
adapter ses journées, ses semaines, ses mois, ses années aux dates qu'on veut. Ça ressemble en tout cas à ce que faisait sur le graphisme PERT. Ouais. Timelapse, je sais plus. Ça fait partie des outils que j'ai utilisés. Pour vous mettre un petit peu dans le bain, voici quelques exemples de langues que j'ai inventées. Ok, donc. Alors je vous rassure, elles sont pas toutes aussi. Tu veux vraiment les lire avec l'accent? On va essayer. Néologisme. Daelm. Daelm, c'est ça, non? Daelm, Netam, Lein, Hagan. Je reste humble face au monde. Urélien, Arokir, Lethos, Suroknurota, Ok, Eletar. Je reconnais l'entière souveraineté d'Eletar. Persican, Uki, Uzele, Ozkerixi, Eid. Je vous remercie pour l'information. Dice, Veyazi, Bazafak, Agia. Nous ne devons pas être dérangés. Il est formidable cet animateur. Il mouille le maillot. C'est ça. C'est ça. C'était pour la mise en ambiance. C'était ironique ou Non. Ok. Non, pourquoi? Ça sonne ironique? Un petit peu. Voilà. Plus d'autres langues que j'ai inventées. Voilà. Alors je vous rassure, hein, j'ai mis un glossaire à la fin de mes livres, parce que sinon les gens se perdent. Un peu comme ce que faisait, voilà un petit peu. un peu comme ce que faisait Christopher Paolini pour Eragon. Exactement. Ça s'inscrit dans la même lignée, en tout cas pour ce qui est de la construction physique du livre. Voilà, Marie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je vais peut-être aller un peu plus loin, mais voilà, c'était pour un petit peu t'immerger dans le monde avec des exemples un peu plus concrets. Marie? Voilà. Oui. Merci. C'est pas quoi. C'est autre chose. Hésitez. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser? Oula. Si j'ai... Je crois que tu as été trop clair pour eux. J'ai été trop clair. Ou alors ils sont tous soit buggés, soit ils se sont tous barrés, ou soit ils sont plus devant Non, sinon... devant la radio. Je te rassure, Après- je suis encore là. Et c'est juste que j'ai pas particulièrement de questions à poser, effectivement. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Daoli qui a étonnamment moins de questions à poser que lors de la conférence de Gaël. Ouais, Zed, tu as une question à poser peut-être? Oh, pas du tout, je disais aussi pareil que Dolly, D'accord. mais rien à rajouter. Après, c'est parce que j'étais clair et concis. C'est ça. C'est ça. Je continue un petit peu en parallèle, Bien sûr. effectivement, parce que c'est vrai qu'on est dans cette démarche de création, etc., de recherche, mais il ne faut pas oublier l'essence l'essence même, hein, c'est d'arriver à un récit abouti. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Hein. Si c'est quelque chose que vous ne sentez pas, soit au début, soit en milieu, voilà, c'est comme pour tout, il ne faut pas vous forcer. Et des fois même, le fait de prendre du recul, ça va vous permettre de recentrer un petit peu vos recherches, peut-être de justifier ou non que certaines choses peuvent besoin d'être rajoutées. Ou, voilà, de prendre du recul aussi, c'est très important. Ce qui peut vous aider aussi, c'est qu'on a beau créer un monde qui sort de notre imaginaire, on ne peut même qu'inconsciemment s'inspirer de ce qui nous entoure. Donc si on le fait inconsciemment, autant le faire consciemment. Il ne faut pas hésiter à faire attention à ce qui se passe autour de nous. Moi, ça m'arrive très souvent, j'ai un petit carnet, et puis je vais croiser quelqu'un dans la rue que je connais pas, et en fait, son visage, il va... Voilà. Je suis pas très physionomiste, mais en fait, son visage, il va tellement être parlant, je me dis, je verrais bien pour ce personnage-là. Je note les traits de caractère, et puis quand je le remets dans le récit, en fait, j'arrive un petit peu à avoir cette image Est-ce que ça t'est déjà de arrivé cette personne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu crées des personnages de calquer certains traits physiques ou de personnalité sur des célébrités? Alors, pas sur les célébrités. Ah, Non. je te demande parce Après, que est-ce que tu me considères comme une célébrité? non, parce que je te pose la question parce que certains écrivains, certains dessinateurs en tout cas de BD ou de manga, on s'est rendu compte que beaucoup de leurs personnages en tout cas puisaient leur chara design justement sur
une célébrité existante. C'était le cas notamment de Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Il y a des comparatifs qui étaient non, alors il y a peut-être une raison à cela, c'est tout à fait personnel, c'est qu'en fait la plupart des célébrités, moi, je ne suis pas du tout très people ou quelque chose comme ça, ouais. C'est que la plupart de ces gens-là sont morts en fait. Donc tout ce qui va être musicien classique ou autre, voilà. Et en fait, je suis pas du tout dans cet esprit de voir une célébrité. Ou alors, si ça va arriver, ça va être totalement inconsciemment. Mais je vais jamais penser à au prénom derrière. Très bien. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'est déjà arrivé. Je continue. Au fur et à mesure de votre... on a Fred qui fait... qui fait des va-et-vient. Ouais. Ouais. Voilà, au fur et à mesure qu'on est en train de créer notre monde, donc on a tous nos outils, on sait prendre du recul, etc. Mais aussi, il y a quelques éléments qui sont indéniables et qu'on ne peut pas se décrocher. Le premier, c'est que on a beau emmagasiner des connaissances, de créer le monde, peut-être que l'histoire, elle ne suit pas forcément le même rythme auquel vous créez votre univers. Et des fois, c'est important aussi de recentrer, de resituer les recherches. Peut-être essayer de ne pas trop s'éparpiller non plus, ou au moins avoir conscience que il faut revenir au cœur du récit, sinon on est parti pour faire complètement autre chose. Et des fois, on peut se perdre. Ça m'est personnellement pas arrivé, mais j'ai déjà eu à me dire, je vais peut-être arrêter là, parce qu'en fait, je commençais à écrire le vocabulaire de ma langue, et quand je suis arrivé à 1500 mots de vocabulaire, je me suis dit, en fait, j'aurais peut-être pas besoin d'autant, ou alors si j'ai besoin, je créerai le vocabulaire que des mots que j'aurais besoin. Voilà. C'est plus pour éviter de s'éparpiller. Hein. Il y a aussi quelque chose qui est important à mes yeux, qui va dans la même lignée que quand je vous disais que ma grande crainte, c'était qu'un lecteur repère une incohérence et sa suspension de crédulité qui soit partie. C'est qu'à un moment, il faut accepter que ça va être figé, soit sur papier si c'est un livre, soit, j'en sais rien, sur support numérique si c'est un film ou autre, ou soit la partie de jeu de rôle qui va être jouée si c'est pour un maître du jeu. Voilà, ça va se faire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aura oubliées. Après, chacun est juge. Hein. Si vous voulez réécrire des nouvelles éditions, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est comme vous voulez. Et il y a quand même cette finalité-là qu'il faut garder à l'esprit et qui forcément grandit au fur et à mesure qu'on se rapproche de la conclusion du projet. Et je pense que ce qui est important, et d'ailleurs c'est le dernier point, c'est que quoi qu'il arrive, je pense qu'il est important que vous assumiez votre projet, que ce soit en tant que monde créé, mais surtout en tant que votre monde créé, puisque finalement c'est quelque part une part de vous-même que vous proposez, tout droit sorti de votre imaginaire à partir du moment où vous êtes dans la fantaisie pure et dure, même s'il y a des éléments qui sont issus de la vie réelle. Voilà, c'est votre création et c'est important de l'assumer parce que sinon, même si vous ne la suivez pas à fond dans les récits qui vont suivre, si vous faites une suite, il se peut que ça se fasse ressentir, que vous mettiez sous silence volontairement certains des éléments. Peut-être que le lecteur pourra s'en rendre compte et dire c'est dommage, il n'a pas poursuivi dans cette lignée-là. Il n'est pas allé jusqu'au bout de son idée. Ouais, voilà. Alors pourtant, ça partait bien, c'est bizarre. Peut-être que ça peut arriver. Donc voilà, c'est quelque chose que je me force aussi. C'est pas évident, des fois, de se dire voilà, c'est fait comme ça. Comme je le disais, dans le livre 1, j'ai pas mis des choses que j'ai définies après, que j'aurais aimé réécrire vaut mieux de la light fantasy complètement barrée mais qui va jusqu'au bout de son idée plutôt qu'un truc sérieux mais qui va pas jusqu'au bout de son idée.
Exactement. Exact. Voilà. C'est ce que je disais. Il y a cet aspect de parallèle entre la satisfaction de l'auteur et la satisfaction du lecteur. Surtout pour un monde créé, je pense, si la finalité est plaisante pour l'un, il est fort probable que ce soit plaisant pour l'autre, à la condition que cette personne soit sensible au style de la fantasy. C'est parfaitement normal que quelqu'un qui soit pas du tout accrocheur à ce domaine-là, voilà, lise ça en surface ou n'accroche pas du tout. Ça, on peut pas leur en vouloir. Mais si c'est quelqu'un qui est vraiment habitué à ce style, immanquablement, si vous avez été à fond dans votre projet, que vous avez mis du cœur et tout, il n'y a aucune raison pour que ça ne lui plaise pas. Et j'ai presque envie de dire, quel que soit le récit, en fait. À partir du moment où vous avez un monde riche, varié, fructueux, ça peut rajouter un plus ultra et qui peut même parfois aller au-delà du récit même, en fait. Il y a beaucoup de gens qui me parlent plus des descriptions du monde, oh là, il y a dans le glossaire et tout, heureusement qu'il était là, que du récit même, en fait. Et les gens échangent beaucoup avec moi sur le monde en lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité faire cette conférence. C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui était très récurrent avec mes lecteurs. Et à contrario, ne vous laissez pas trop emporter avec vos inventions, même si vous êtes totalement dedans, totalement satisfait. Gardez à l'esprit qu'il y a quand même ce récit et que la création d'un monde aussi vaste, infini, vaste, exactement, que ça puisse être, ça ne restera qu'un outil, un grand outil très pratique, mais vous avez quand même votre intrigue principale à développer et n'oubliez pas ça. Et ce qui est aussi, alors je ne vais pas revenir en arrière parce que je m'en souviens de la diapo, c'est que là où on peut se perdre justement à balancer plein d'infos, c'est qu'à un moment, on va peut-être, à différents degrés de création, vous allez vous rendre compte que vous êtes, clairement que vous êtes Dieu. Voilà. C'est peut-être pas forcément aussi pertinent peut-être dans d'autres styles, alors que finalement l'auteur il fait ce qu'il veut, hein, pas de souci. Voilà, George Martin il tue les personnages qu'il veut dans Game of Thrones, mais c'est pour donner un exemple. Mais en fait, quand on va créer un monde, en fait finalement on va créer le monde comme ce qu'on pourrait imaginer pour les dieux dans la Genèse ou autre, hein. Et en plus, on va faire réagir les personnages entre guillemets comment nous le voulons, mais comme j'avais dit tout à l'heure, des fois c'est eux qui prennent la décision. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'en fait, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, il ne faut pas avoir peur de le supprimer, si jamais le récit n'est pas sorti. Voilà, ça peut des fois aussi être un blocage. Alors là, je me suis donné tellement de mal pour créer ça, il faut que je l'intègre. Si vous estimez que c'est pas nécessaire, il ne faut pas du tout vous forcer à le garder. Au contraire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui manque ou que finalement c'est complètement hors sujet. Mais voilà, gardez aussi à l'esprit que vous êtes le dieu de votre monde et que quoi qu'il arrive, personne ne vous en voudra, vraiment, si vous tuez un personnage ou si vous avez pas mis telle ou telle chose. Vous avez le dernier mot. Même si ça peut faire couler des larmes ou autre, mais c'est votre œuvre. Ouais. Voilà. D'accord. Merci pour cette petite description. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions à poser ? Allez, j'en ai peut-être une dernière du coup. Allez, vas-y. Allez, pour faire plaisir. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire en roman fantasy, justement ? Quelle est la chose, toi, qui te fait dire non, ça surtout pas ? J'essaie de trouver des exemples en extrapolant parce que je n'ai pas eu affaire à des œuvres de fantasy où effectivement je me suis dit ça. Je pense que ça va être, comme je disais quand je l'ai mis dans la diapo, c'est des œuvres où on va balancer tous les outils, un peu n'importe comment, sans prendre forcément le soin de les introduire. C'est ça aussi qui est pas évident.
pour peu que ce soit un récit, ce qu'on appelle le récit in medias res, c'est-à-dire qu'il commence directement au cœur d'une action, si jamais la personne ne va pas prendre le temps de définir soit tous les termes inventés, soit d'introduire les personnages, même si c'est fait un peu a posteriori, mais de tout balancer comme ça, comme si en fait il n'y avait pas de lecteur et que on fait voilà, Comme si on vivait dans notre tête. Exactement. Comme si tout le monde était omniscient et en fait on comprend rien. Et je pense que le style de la fantasy peut vite se prêter à ce piège-là comme on a beaucoup de choses inventées, si on ne prend pas le temps de bien les définir, ça peut poser quelques soucis. Ça peut aussi ne pas être dans le récit, vous pouvez ne rien faire, et c'est pour ça aussi que je mets un glossaire, même si j'intègre beaucoup de descriptions, je garde aussi ce glossaire pour être sûr que même si la personne n'a pas compris un terme qui avait été expliqué des fois quelques livres en arrière, je reprends au moins cette description-là. Pour moi, je pense que ça peut être un danger. Voilà. En gros, il faut vraiment les balancer. En gros, il faut se mettre dans la tête du lecteur. Comme pour tout. D'accord. Se mettre à la place du lecteur qui va découvrir du coup le livre, c'est ça? C'est ça. Et on le voit très bien dans les... Pardon, vas-y. Je vais dire parce que il y a certains trucs, j'étais là. Pas dans ton cas du coup, mais dans d'autres livres que j'ai pu lire qui étaient vraiment entre guillemets les premières œuvres ou des trucs de genre où j'étais là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu indiques cette date-là ou des trucs de genre quoi. Ouais. J'ai du mal à comprendre l'intérêt, tu vois. Ouais. Par exemple. Et donc là, tu as expérimenté la perte de la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire que tu étais pourtant en mode je lis un récit fictif, mais le fait d'avoir balancé plein de termes, plein de choses et de pas forcément avoir d'explication derrière, ça t'a complètement oui, par exemple les néologismes pas très foncés ou des trucs de genre ou des trucs pas très logiques, voilà. Et oui, on le voit dans les suites de romans, le truc tout simple, hein, ça a beau être le 4, 5, 6e roman de la suite. Je ne sais pas si vous avez marqué, pour beaucoup de livres, en fait, on va discrètement réintroduire le personnage. Alors, on ne va pas forcément refaire la même description et tout. Ou aussi de ses relations. Lui, c'est l'ami d'un tel. Oui, on le sait depuis 5 tomes, mais mine de rien, l'auteur va prendre le soin de le rappeler, même si ça paraît tellement logique. Voilà, exactement. Et au moins, voilà, ça permet déjà de replonger un petit peu le lecteur là-dedans. Et une piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. On ne peut pas le faire pour tout. C'est déjà mieux que dans certains mangas où à chaque chapitre ils disent ouais c'est mon ami blablabla. Déjà c'est bon, on a compris. La répétition de certains chapitres, oui. De certains chapitres en manga, par exemple, je me rappelle un moment il y avait un manga où il répétait à chaque fois la même chose au début du chapitre et j'étais là, non mais c'est bon, on a compris. C'est bon. Ça. Enfin, en même temps, c'est différent, mais voilà, c'était là. Et après, il y a l'exact opposé, c'est-à-dire à faire trop de descriptions, j'extrapole pour le manga, en fait, on se retrouve avec un épisode, par exemple, où il y a plus de moments de flashback que d'intrigue. C'est ce qu'on appelle des épisodes filler, des épisodes remplissage. Voilà, des fillers. Il y a moins de pilotes. Mais voilà, c'était ma seule question, du coup, pour cette fin de conférence. On va essayer de voir si on peut en prendre une dernière avant de clôturer. Tout à fait. Quelqu'un? Sinon, je présente très rapidement l'intrigue même pour faire le petit instant promo. Si vraiment il y a personne. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions, donc je te laisse développer un peu l'intrigue. Si sont tous partis. Non, on est là, mais on t'écoute religieusement. Ah là là, c'est trop bien. Donc, alors pour... oui, pardon. Le secret de l'Alliance, dis-nous en plus. Tout à fait, le secret de l'Alliance. L'intrigue de ce livre, vous allez voir pourquoi est-ce que ça s'intègre dans la high fantasy et pas l'heroic fantasy. Parce qu'au début, en fait, on est
on est focalisé sur un personnage. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va être sujet à d'étranges rêves. Rêves lucides et tout, on y revient. Au fur et à mesure que ces rêves vont s'intensifier, il va se rendre compte que la réalité semble s'y mêler. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé une fois de rêver, j'espère, et de vous réveiller avec la sensation, même encore réveillé, qu'il y avait vraiment quelque chose de réel. Ça, c'est pour un petit peu vous mettre dans la tête de ce personnage. Sauf qu'en fait, ça va être vraiment, vraiment oppressant, et c'est pas non plus le rêve Polly Pocket, si vous voyez ce que je veux dire. À partir du moment en fait où il va se confier à son mentor sur son rêve, on va appeler ça un mentor, eh bien il va tout simplement être entraîné dans une aventure où il va se rendre compte que en fait déjà il n'est pas tout seul à faire ses étranges rêves, et là on bascule dans la high fantasy parce qu'en fait ils sont 4. Ils sont 4 à vivre ces étranges tourments oniriques, et ils vont également se rendre compte qu'en fait dans ces rêves se trouve cachée quelque part une clé, au sens métaphysique, pour éviter un terrible cataclysme sur le monde. D'accord. Voilà pour le synopsis du Secret de l'Alliance. Très bien. Eh bien, si ce synopsis vous intéresse et vous met la puce à l'oreille, on vous recommande du coup d'aller vous procurer les exemplaires sur le site officiel www.lesecretdelalliance.fr, c'est tout attaché. Et il y a également une page Facebook, donc Le Secret de l'Alliance. Donc de toute façon, vous le voyez, je le dis surtout pour ceux qui vont assister à la rediff. C'est sur ces mots qu'on va clore notre conférence, à moins que tu aies un petit mot pour la fin, peut-être. Bah déjà, merci à tous d'avoir suivi cette conférence. C'est vrai que c'était une grande première d'avoir à la fois un public si nombreux et en même temps sans les voir. C'est un peu perturbant. En tout cas, je suis très content que j'ai pu... J'espère en tout cas de vous avoir éclairé sur quelques points. Si vous souhaitez également aller un peu plus loin en privé ou autre, il n'y a pas de souci au niveau des messages. Et je suis également au stand, alors je crois que ce sera le stand numéro 1, demain de 18h à 20h. Vous verrez mon logo, voilà, pour discuter plus en détail si vous voulez, soit de la conférence, soit du livre même, si vous souhaitez en savoir plus. Très bien. Voilà. C'est sur ces mots qu'on termine notre conférence. Merci à tous d'y avoir assisté. On vous donne rendez-vous demain pour la prochaine conférence pour les prochaines conférences qui auront lieu du coup à 13h. La prochaine conférence, c'est La guerre et les combats dans la narration avec Christopher Evrard. On vous invite tous à venir si le cœur vous en dit. Et pour tous les autres, soit à demain, soit bonne soirée et dans tous les cas, bonne soirée à tous.